Allez, on y va. Alors, excusez-nous de ces petites, hop, voilà, de ces petites précisions techniques. On y va. Alors voilà, Henri Matisse est un des plus grands artistes français du XXe siècle. Il faut simplement que vous regardiez ses dates. Date de naissance, vous voyez, il est vraiment à la fin de l'année 1869 et il meurt en 1954 à Nice. Dans notre présentation, alors attendez, hop, pourquoi ça n'avance pas? Voilà, dans notre présentation, qui a comme titre, regardez, ça c'est l'exposition du Centre Pompidou. Centre Pompidou, c'est Beaubourg, hein, que vous aurez l'occasion, où vous aurez l'occasion d'aller si vous venez à Paris, quand vous viendrez à Paris. L'exposition s'appelle Matisse comme un roman. Pourquoi Matisse comme un roman? Parce qu'elle s'inspire d'un livre de Louis Aragon qui s'appelle Henri Matisse, roman. Voilà. Ne commencez pas, si vous ne connaissez ni Aragon ni Matisse, ne commencez pas par cette lecture qui vous semblera un petit peu étrange, hein, c'est assez baroque. Mais c'est intéressant après, une fois qu'on a découvert Matisse. Dans cette présentation, je vais évoquer l'homme Matisse. Regardez ici une série de caricatures. Matisse était très très sérieux. Quand il était jeune, tous ses amis aux Beaux-Arts l'appelaient docteur. Et vous voyez pourtant qu'il était sérieux, mais il avait pas mal d'humour et que dans ses caricatures, il est plein d'autodérision. Voilà, Matisse peint par lui-même. Et ce qui est assez étonnant à retenir, c'est qu'il ne s'est autoportraituré, ça veut dire qu'il ne s'est peint lui-même que 4 fois. Et vous voyez que ça s'arrête en 1918. 1918, il a 48 ans. Hein, pour un artiste, se représenter soi-même, c'est une façon de se chercher. Qui suis-je? Vous voyez, on peut peut-être en conclure qu'à 48 ans, Matisse a résolu certaines questions avec lui-même. Dans cette présentation, nous parlerons de sa famille, un tableau ici de 1917. Nous parlerons de ses collectionneurs, et vous avez ce dessin qui est presque une caricature, là aussi, du grand collectionneur russe Sergueï Choukhine, dont nous parlerons bien sûr. Nous évoquerons les chefs-d'œuvre de Matisse, hein, comment ils sont nés, pour qui les a-t-il faits, et un des plus fameux, c'est justement la danse qu'il a peint pour Sergueï Choukhine. Commençons par faire un petit peu de géographie. Si vous regardez la carte de France, vous avez différents lieux qu'il faut connaître si vous voulez connaître Matisse. Matisse est un homme du Nord. Il est né au Cateau-Cambrésis et il a passé sa jeunesse à Bohain en Vermandois. Le Cateau-Cambrésis, je l'ai noté, c'était la maison de ses grands-parents, mais c'est là où il est né et surtout, maintenant, c'est là où il y a un musée Matisse. Bohain en Vermandois, c'est là où ses parents avaient une grainerie. Grainerie, vous savez, c'est là où on vend des graines, hein, pour les agriculteurs, les jardiniers, etc. Paris, bien évidemment, en France, on est toujours obligé de passer par Paris. Et puis tout à fait au sud, Nice, où il va habiter la moitié de l'année et même plus à partir de l'année 1918. Et Vence, où il ira pendant la Deuxième Guerre mondiale et un petit peu après, de 1943 à 1949. Vous voyez, j'ai indiqué une autre ville, Collioure en jaune, parce que c'est à Collioure, il va passer de très nombreux étés jusque la guerre 14. Hein, on verra que Collioure est un endroit vraiment, vraiment important. Alors, une question importante, comment Matisse, quand et comment Matisse est-il devenu artiste? Vous savez que très souvent, on compare Matisse et Picasso, qui sont vraiment deux génies de même taille, et on sait que Picasso était artiste en naissant. Hein, la mère de Picasso disait que son premier mot à 2 ans, quand il avait 2 ans, c'était crayon, crayon. Chez Matisse, c'est très différent. C'est à 20 ans, et par hasard, qu'il va devenir artiste. Il a une santé assez fragile. Il a été opéré et il est en convalescence. Donc, il a 20 ans. Regardez, c'est une façon de dire qu'il s'ennuie. Voyant comme j'étais à charge de moi-même pendant ma convalescence, mon ami me conseilla de me distraire comme lui. Son ami, c'est l'autre malade qui est dans la chambre et qui, pour passer le temps, fait de la peinture.
Il recopie des petites cartes postales avec une boîte de peinture. La mère de Matisse lui offre une boîte de peinture et c'est la révélation. Avant, je n'avais goût à rien. J'éprouvais une grande indifférence pour tout ce qu'on voulait me faire faire. Au moment où j'avais cette boîte de couleurs dans les mains, j'ai senti que c'était là ma vie. Et vous voyez, c'est incroyable, c'est que ce choc, il l'a eu à 20 ans. C'était le grand attrait, l'espèce de paradis trouvé dans lequel j'étais tout à fait libre, seule, tranquille. Alors, son père va avoir un peu de mal à admettre que Matisse ne sera pas juriste comme il l'a envisagé. Effectivement, dans ce monde-là, à cette époque-là, l'aîné, c'est Matisse, c'est l'aîné, il n'a qu'un frère, c'est l'aîné qui reprend l'affaire de famille. Or, Matisse, je vous l'ai dit, a une santé assez fragile, des problèmes de vent, etc. Il ne peut pas reprendre l'affaire. Donc, il va faire du droit. Mais patatras, à 20 ans, il décide d'être artiste. Après avoir lutté avec son père, il partira à Paris. Sur cette photo aux Beaux-Arts, il aura un grand peintre comme professeur. Ce peintre, c'est Gustave Moreau. Matisse est juste au-dessus du numéro 1. Il va rester chez ce professeur, Gustave Moreau, de 92 à la mort de Gustave Moreau, 1898. Maintenant, regardons sa peinture à ses débuts. Ce tableau, c'est l'entrée officielle de Matisse dans le monde de l'art. Ce tableau de 1895, il a 24 ans, est présenté au Salon, qui était la grande exposition officielle, et il est acheté par l'État. Et quand votre tableau est acheté par l'État, c'est un gage de notoriété. Il s'agit de sa compagne, qui s'appelle Camille Joblot, avec laquelle il aura une fille, Marguerite. Mais c'est autant une femme, ce tableau, que des objets. Des objets posés sur un beau tissu. Il faut savoir que la région de Matisse, la région où il est né, est une région de fabrique de tissus. Et toute sa vie, il va collectionner les tissus. On reverra ça tout à l'heure. Donc 1895. Maintenant, faisons un saut et ayons un choc devant ces deux œuvres de Matisse. 1890, il a 20 ans, donc il vient d'apprendre, de comprendre qu'il va être artiste, il suit des cours de dessin, de peinture, etc. Mais vous voyez que c'est un tableau déjà très abouti. Et 1905, le choc de la couleur. Comment Matisse est-il passé de l'un à l'autre? Ce passage va se faire en 4 temps et 4 lieux. Il va passer 3 étés pendant les vacances à Belle-Île. Belle-Île, c'est une île bretonne à l'ouest de la France et il va y rencontrer un peintre australien, John Russell. John Russell a connu Van Gogh, a connu Gauguin, a connu les impressionnistes et il parle beaucoup avec Matisse. Vous voyez, une peinture comme celle-ci va influencer Matisse. Donc 3 années de suite à Belle-Île, 3 étés de suite à Belle-Île. Le deuxième lieu, c'est Saint-Tropez. Excusez-moi, le deuxième lieu, c'est la Corse, en 1898. Vous vous rappelez, sa compagne de tout à l'heure, celle qu'on a vue, c'était Camille. Il va rompre avec Camille et il épousera une femme qui s'appelle Amélie, avec laquelle il ira en voyage de noces en Corse. En Corse, il aura une peinture un peu impressionniste. Troisième lieu, et là vous sentez qu'on avance, nous sommes en 1904 à Saint-Tropez. À Saint-Tropez, Matisse rencontre un peintre pointilliste, c'est-à-dire qui peint avec des petits points. Et l'aboutissement de cet été à Saint-Tropez, c'est ce tableau qui s'appelle Luxe, calme et volupté. Le titre merveilleux est tiré d'un poème de Baudelaire. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Mais au retour, alors, excusez-moi encore, je saute une étape. Vous vous rappelez les 4 lieux. Premier lieu, Belle-Île. Deuxième lieu, la Corse. Troisième lieu, Saint-Tropez. Et quatrième lieu, Collioure. Collioure, vous vous souvenez, je vous l'ai montré sur la carte de France, tout en bas à l'ouest. À Collioure, c'est véritablement le choc
de la couleur, la révélation de la couleur. Regardez cette fenêtre à Collioure, on est aspiré, on a envie de ce soleil, de cette lumière. Vous sentez aussi que Matisse est encore un petit peu pointilliste. Autre tableau de ce séjour à Collioure, celui-ci qui s'appelle Intérieur à Collioure. Quand Matisse sent qu'il passe une étape en peinture, en général, ça l'angoisse terriblement. Comment est-ce qu'il lutte contre ces angoisses? Sa femme, Amélie, lui fait la lecture pendant toutes les insomnies nombreuses qui l'énervent. Sa femme lui lit des livres. Un autre moyen, c'est de faire d'immenses marches. Et une autre solution aussi pour calmer ses angoisses, c'est de pouvoir discuter avec d'autres peintres qui ont les mêmes soucis que lui. À Collioure, cet été-là, c'est André Derain qui va venir et vous voyez les portraits croisés, Derain par Matisse et Matisse par Derain. Après l'été, c'est l'automne et c'est une date, un moment très important pour Matisse. C'est le Salon d'automne de 1905. À gauche, vous avez les tableaux exposés par Matisse. Et ce salon-là, c'est au cours de ce salon que va naître le mot fauvisme, fauve, comme des fauves. Vous voyez, un critique va dire que la couleur rugit comme des fauves. Derain et Matisse eux-mêmes, à Collioure, disaient que les tubes de couleur étaient comme des bâtons de dynamite. Regardez bien cette femme au chapeau, tout à fait à gauche. Nous la retrouvons ici, accompagnée de la femme à la raie verte. Et cette femme, c'est Amélie Parère, de son nom de jeune fille, Amélie Matisse, l'épouse de Matisse. Ce salon d'automne et ces deux tableaux sont très importants parce qu'ils vont être la cause ou la raison du contact de Matisse avec ces grands collectionneurs que sont les Stein. Vous les connaissez sans doute mieux que moi. Léo Stein, Gertrude, frère et sœur. Le troisième de la fratrie, c'est Michael Stein, à droite. Et Sarah est la femme de Michael et la mère d'Alan. Léo, Gertrude vont acheter la femme au chapeau. Sarah et Michael vont acheter la femme à la raie verte. Au fil du temps, Léo et Gertrude s'intéresseront plus et seront plus proches de Picasso. Sarah et Michael, et en particulier Sarah, sera très proche de Matisse. Il y aura une grande affinité artistique. Automne 1905, quand il rentre à Paris, donc il y a ce salon, nous avons vu cette exposition, et l'aboutissement, c'est cette joie de vivre de 1905. Il faut que vous remarquiez les couleurs qui ne sont plus du tout faites en petits points, mais on dit en aplats, et que vous remarquiez au fond cette ronde. On reparlera tout à l'heure d'une ronde, et puis vous sentez que c'est un pays idyllique, c'est comme un paradis. Matisse dira qu'il a trouvé son Arcadie. Son Arcadie, vous savez, dans la mythologie, c'était le lieu du bonheur. Regardez l'évolution en un an, été 1904, automne 1905. Et Matisse se brouillera avec le peintre pointilliste Signac, qui est furieux que Matisse change de style. La carrière de Matisse est difficile à résumer rapidement parce que vous allez voir qu'il évolue beaucoup. 1907, le luxe des nus en extérieur, nous venons d'en voir, mais tellement différent. Peut-être influencé par un séjour en Italie où il a vu la naissance de Vénus, la naissance de Vénus. Peut-être influencé aussi par les fresques qu'il a pu voir. Les fresques, vous savez, c'est quand on peint directement sur les murs. Et en Italie, vous avez de nombreuses fresques dans les églises. Peut-être cela l'a-t-il influencé. Nous faisons un tout petit retour en arrière, mais c'est néanmoins la même période. Les tapis rouges. Rappelez-vous le goût de Matisse pour les tapis. Dès son arrivée à Paris, même quand il n'a pas le sou, son père lui donne une toute petite pension, très très peu d'argent. Matisse va collectionner des tissus. Ici, deux tableaux à confronter. À droite, une nature morte par Picasso. À gauche, il s'agit de Marguerite,
la fille d'Henri Matisse et de Camille, mais Marguerite va vivre chez son père et c'est Amélie qui va s'en occuper, qui va l'élever. Il faut que vous remarquiez la simplification du visage et le collier qu'elle a autour du cou, le ruban. Marguerite s'était fait opérer, avait eu une typhoïde, c'est une maladie très très grave, et on avait dû lui percer la gorge, vous savez, pour qu'elle respire. Donc toute sa vie, alors, pas toute sa vie, jusqu'à 20 ans, elle aura ce petit cordon. Matisse Picasso, toujours proches, très différents, mais se comparant l'un l'autre, se regardant l'un l'autre et échangeant des œuvres comme ces deux que vous voyez ici. 1907, Nu bleu, souvenir de Biskra. Je vous montre ce tableau et regardez. Juste après, je vous montre cette sculpture. Matisse était en train de faire la sculpture que nous venons de voir et elle tombe par terre. Horrifié à l'idée qu'il va perdre, alors il travaillait la terre, hein, c'était de la terre, la statue se casse. Pour ne pas perdre son idée, il fait ce tableau qui va beaucoup impressionner Picasso. À ce moment-là, Picasso travaille sur un grand tableau qui s'appelle Les Demoiselles d'Avignon. Il va beaucoup regarder ce nu bleu, souvenir de Biskra. Biskra est en Algérie, où est allé Matisse. La sculpture qu'il a refaite, qui est ici en bronze, il faut savoir que toute la carrière de Matisse est ponctuée de sculptures. Il se met à la sculpture quand il a un problème avec la peinture. Ces sculptures sont assez sévères, assez violentes, assez fortes, hein, mais on a l'impression, vous voyez, qu'il veut retrouver le volume qu'il abandonne en quelque sorte dans la peinture. Un petit retour en arrière, simplement pour que vous voyez ces deux tables rempli d'objets, 1896, 1897, et regardez, 1908, là aussi l'évolution est radicale. Retenez bien ce tableau, vous allez le retrouver sur une photo, il est à l'Ermitage parce qu'il a été acheté par Stückin. Printemps 1909, Matisse s'intéresse beaucoup à l'exotisme. Regardez une femme très curieuse avec un chapeau occidental mais un costume chinois, une espagnole, une algérienne. Remarquez le visage de l'algérienne très simplifié, hein, comme peuvent l'être les statues. Matisse s'est intéressé lui aussi aux arts d'Afrique. Hein, il a collectionné pas mal de ces sculptures. 1909, il faut simplement noter que pendant 2 ans, Matisse va avoir une académie, une école, et que dans cette école, il y aura principalement des étrangers, jeunes gens, jeunes filles, et que ces étrangers vont contribuer à établir la notoriété de Matisse à travers le monde. Mais cette académie lui prend beaucoup de temps, il va arrêter et il aura besoin de s'isoler. Il va s'installer à Issy-les-Moulineaux, c'est dans la banlieue parisienne. Maintenant, c'est très accessible. À l'époque, c'était encore la campagne. Hein, et pour son épouse, bon, certes, c'est grand, etc., mais pour son épouse, c'est un peu loin de Paris. Dans le jardin, un atelier qui est très important. Vous allez le retrouver tout à l'heure en peinture. Mais en même temps, regardez ce quai Saint-Michel. Hein, quand vous viendrez à Paris, vous irez devant le 19 quai Saint-Michel et vous verrez une plaque sur le mur qui dit que Matisse a travaillé là. Hein, effectivement, tout en habitant en banlieue, il a gardé un atelier dans Paris. Évoquons Stückin. La relation entre Stückin et Matisse a été très très forte. Dans la salle à manger de son palais, à Moscou, vous reconnaissez sur le mur de gauche la desserte rouge. Hein, les autres tableaux, nous en parlerons plus tard. Et au-dessus de la porte, vous avez la danse. Effectivement, Stückin va commander à Matisse en 1908 2 grands tableaux pour sa salle à manger. Ces 2 grands tableaux, ce seront la danse et la musique. Mais catastrophe, quand Stückin vient les chercher en 1910, il est effrayé par la puissance de ces tableaux. Et il est tellement effrayé qu'il refuse de les prendre. Matisse est ulcéré, vraiment il est dépité, démoralisé. Stückin repart à Moscou et après 2 jours de train,
il écrit à Matisse, si, je vais être courageux, je vous prends mes tableaux et je vais les mettre dans ma salle à manger. Nous avons vu que les tableaux étaient bien à Moscou. Matisse a été épuisé après ce travail, était parti en Andalousie, à Séville. Là, il reçoit aussi une lettre de Tchoutoukine qui lui dit, écoutez, faites-moi 2 natures mortes. Ça veut dire 2 tableaux sans personne. Vous voyez, il n'y a que des choses. Une nature morte, 2 natures mortes, et cela aidera à faire passer la danse et la musique. Et puis la relation avec Tchoutoukine est très très forte, qui vraiment a une audace de collectionneur incroyable, et il commande à Matisse 3 autres tableaux que l'on va appeler des intérieurs symphoniques. Ça veut dire c'est riche comme une symphonie et c'est harmonieux comme la musique. Ici, c'est l'atelier rose. C'est le fameux atelier dont on a vu un mur tout à l'heure, vous savez, qui était construit dans le jardin d'Issy-les-Moulineaux. Ce sera aussi la famille du peintre. En plus d'Amélie et de Marguerite, vous avez les 2 garçons, Jean et Pierre, qui sont nés de l'union d'Amélie et d'Henri Matisse. Il faut noter que Pierre Matisse, alors ils sont pareils, les garçons, ils étaient quasiment jumeaux, ils avaient qu'1 an d'écart. Pierre sera un très grand marchand d'art installé à New York. 3e intérieur symphonique, l'intérieur aux aubergines. Vous voyez, ce n'est que du décor, c'est que de la planéité, c'est plan. Vous comprenez que Matisse a besoin de retrouver du volume. Et ça sera enfin l'intérieur rouge. Matisse racontait en s'amusant que lorsque les visiteurs voyaient ce tableau, à chaque fois, il demandait « mais où est le mur rouge de votre atelier ?» Mais il n'y avait pas de mur rouge dans l'atelier de Matisse. C'était simplement sans doute un moyen de rendre son atelier encore plus puissant. Voilà ces 4 intérieurs extraordinaires de 1911 et 1912. Regardez, un petit comparatif pour vous montrer une des sources de Matisse. De chaque côté, vous avez des miniatures persanes, de Perse, d'Iran. Et vous voyez que tout est plan, tout est très décoré, mais il n'y a pas de profondeur. Eh bien, Matisse reprendra la même chose quand il fait sa famille. Beaucoup plus sévère, 1912. Henri Matisse, qui peignait souvent en pyjama rayé, et son épouse, à Issy-les-Moulineaux, au fond l'atelier, mais un tableau très sévère sur cette discussion, cette conversation. Certains ont pu dire que regardez bien la balustrade de la fenêtre. Vous voyez ce qui est noir sur la fenêtre. Si vous regardez bien, vous pouvez presque écrire non. Voilà. À vous de raconter l'histoire de ce tableau. Juste, je mentionne un voyage de Matisse au Maroc qui va être très productif. Et puis, nous arrivons à la guerre de 14 et ce tableau est terrible. Regardez, ce n'est pas de l'abstraction, c'est la fenêtre ouverte à Collioure. Repensez à la fenêtre que nous avons vue en 1905. Vous voyez, le drame de la guerre s'exprime ici de manière radicale. Dans la peinture de Matisse, la guerre va s'exprimer par des tableaux raides, que ce soit en haut à gauche les Marocains, en bas les femmes à la rivière ou la leçon de musique. Vous voyez, tout est sévère. On a l'impression qu'il veut aller à la structure des choses. Il exprimera d'ailleurs son inquiétude, et vous allez le retrouver là, le peintre et son modèle. Nous sommes en 1916. Il dira la difficulté de n'être qu'un peintre pendant que tant d'hommes souffrent à la guerre, souffrent dans les tranchées. Et vous voyez qu'ici, ce peintre, on a l'impression qu'il est un peu fantomatique, comme s'il n'existait pas. 1918, autoportrait du 1er janvier 1918, Matisse est à Nice. Et à partir de ce moment-là, il va passer la moitié de son année à Nice. Ça s'est fait un peu par hasard. Il est descendu en 1917 à Marseille. Son fils était militaire, il était malade, il n'avait rien à manger, etc. Son père est allé le voir. Il a attrapé une sorte de bronchite, il toussait, et il dit « je veux me reposer à Nice ». Et à Nice,
ça a été l'enchantement de la lumière, du climat, donc il va y revenir souvent. C'est ce qu'on appelle la période niçoise de Matisse. Nous sommes encore pendant la guerre, 1918. Sachez que Matisse, Henri Matisse et son fils Pierre étaient musiciens. Matisse était très violoniste, hein, et qu'il disait toujours à sa famille, si je deviens aveugle, je pourrai jouer du violon. Et il avait fait un petit peu un transfert sur son fils Pierre en lui faisant prendre des leçons intenses de musique. Et son fils sera finalement marchand d'art. Quand il est à Nice, il a une voiture, il se déplace, donc il va y venir tous les ans. Regardez, j'aime beaucoup ce petit tableau qui est amusant, peint à l'intérieur d'une voiture. Et il va voir par exemple Renoir. Le peintre Renoir, l'impressionniste, vous voyez, juste au-dessus de lui, c'est Matisse. À gauche, c'est un autre artiste marqué. Grande amitié, grande discussion entre Renoir et Matisse. Un petit tableau charmant, vraiment charmant, c'est Marguerite en 1920. Et vous voyez que Marguerite n'a plus de cordon autour du cou. Effectivement, pendant la guerre 14-18, il y a eu d'énormes progrès dans la chirurgie et Marguerite a pu faire opérer son larynx. Elle n'a plus de trachéotomie. La période niçoise, jusque 28, c'est une période dans laquelle pendant laquelle Matisse va peindre beaucoup d'odalisques. Les odalisques, ce sont ces femmes peintes à l'intérieur. Vous savez, c'est comme les femmes de harem, avec des costumes orientaux. Je vous montre 2 photos de l'exposition de Beaubourg. J'espère que vous allez venir à Paris et bientôt, un jour, et vous irez à Beaubourg. Il y a une salle formidable où vous avez les œuvres d'art et derrière, vous apercevez Paris. Voilà, les œuvres qui sont exposées dans cette salle, ce sont 4 dos. Ici, vous en voyez 3. Les grandes sculptures de Matisse que je vous montre un petit peu plus en détail. Parce qu'il faut évoquer ce tableau de Cézanne. Matisse avait une très, très grande admiration pour Cézanne. Il avait acheté ce petit tableau. Il en a fait don ensuite à la ville de Paris. Et il a expliqué que toute sa vie, quand il avait un souci de peintre, il se consolait avec ce tableau de Cézanne. Et vous voyez les dos de ces 2 femmes à gauche et à droite. Pendant les années 30, après les odalisques, il y aura la commande du docteur Barnes. Vous avez ici l'intérieur de la fondation Barnes avec cette danse que vous apercevez en haut, au-dessus des fenêtres, qui a demandé 2 années de travail à Matisse. Sur cette nouvelle photo, en haut, c'est le dessin préparatoire et en bas, c'est la danse. Mais elle était finie et au moment de la livrer, Matisse réalise qu'il s'est trompé dans les dimensions. Donc, cette danse-là que vous avez là est restée à Paris. Elle est dans un musée parisien et il faut aller à Mérion pour voir celle qui a été livrée. Voilà. La fin des années 30 n'est pas une période très productive. Ce qui va compter, c'est un voyage à Tahiti en 1930, très important, en Polynésie, et puis des tableaux de femmes comme celui-ci en 1935 avec un modèle qui l'inspire particulièrement. Des intérieurs, regardez, je vous ai fait ce comparatif pour que vous voyez comme Matisse, d'un décor extrêmement simple, fait un tableau tout à fait rutilant. Nous avançons, donc c'est la guerre 40, la blouse roumaine, qui va avoir beaucoup de succès parce que si vous regardez bien, certes, il y a la blouse roumaine, mais il y a aussi le bleu, le blanc et le rouge qui sont les couleurs du drapeau français et en 1940, ça a une vraie signification. Matisse participe aussi à des revues artistiques ou des revues poétiques telles que celle-ci qui s'appelle Verve. C'est lui qui a conçu cette couverture. En 1943, il va s'installer dans cette villa qui est à Vence, tout près de Nice. Regardez, une photo amusante de Matisse qui laissait les oiseaux en liberté. Vous voyez qu'il est en train de dessiner un oiseau. Il faut savoir, ça c'est incontournable,
qu'en 1941, 1941, Matisse a eu une opération gravissime. Il pensait qu'il allait mourir. Il a écrit son testament, des lettres à ses enfants, etc. Mais l'opération réussit. Il dira après, j'avais demandé à mes médecins 3 années de sursis. Et en fait, il a survécu longuement puisqu'il a été opéré en 41 et il est mort en 54. Mais sa vie physique était quand même très difficile. Donc, vous avez ici Matisse. Et je vous ai parlé de sa maladie, à la fois parce qu'il faut la connaître et connaître son état physique, et aussi pour vous faire sentir l'énergie de ce peintre. Jazz, vous allez voir, c'est une création formidable, réalisée en 1943-1944. Matisse souffre beaucoup, il a été opéré, bon, il a une vie difficile. Nous sommes pendant la guerre, il n'a plus la force de peindre, donc il va découper, regardez à gauche, dans des papiers colorés. Et Thériade, le monsieur qui est à droite, va lui faire des commandes. C'est lui, Thériade, qui faisait la revue Verve que nous avons vue. Matisse, une salle de l'exposition, vous voyez, de chaque côté, vous avez tous ces collages qu'il a réalisés et qu'au départ, ça devait être des couvertures pour Verve. Et Thériade a eu l'idée d'en faire un livre qui va s'appeler Jazz. Vous vous rappelez, Matisse est musicien. Jazz, ça lui plaît, c'est rythmé. C'est tous ces rythmes qu'il va traduire en couleurs. Mais comme le thème premier était le cirque, vous avez quelques planches qui évoquent le cirque. Vous voyez ici l'éléphant, on a l'impression qu'il est sur un tabouret. La valeur de sabre ou le lagon. Le voyage à Tahiti ressort par ces images aquatiques. Verve est extraordinaire. Après la guerre, quelques intérieurs, comme le fauteuil rocaille. Je vous montre ce fauteuil parce que Matisse a dit une phrase qui lui a fait tort. On l'a beaucoup répétée. Il a dit « Ma peinture, je voudrais qu'elle soit comme un bon fauteuil où l'on puisse se reposer de la fatigue physique. » Mais vous savez que dans les années 50, les années 60, la critique d'art est devenue de plus en plus intellectualisante. Et cette phrase de la peinture plaisir que Matisse avait dite au sujet d'un fauteuil n'avait pas beaucoup plu. Nous approchons de la fin et il faut parler de ce chef-d'œuvre. C'est Matisse qui le dit, c'est cette chapelle du rosaire. Vous le voyez sur la photo donnant le bras à une religieuse. En fait, cette religieuse, il l'a connue avant qu'elle soit religieuse. Elle était infirmière et elle avait été son infirmière pendant les nuits qui avaient suivi son opération. Et une vraie sympathie était née entre deux. Et Matisse s'installe à Vence, quelque temps après, il reste jusqu'en 49, quelque temps après, il va retrouver cette jeune femme religieuse qui va venir le voir et qui dit dans son couvent, elle est dominicaine, dans son couvent, on refait la chapelle et elle a fait un petit vitrail, elle était un petit peu artiste, elle demande son avis à Matisse. Et puis, il y a aussi un dominicain qui vient, bref, finalement, c'est Matisse qui va concevoir cette chapelle extraordinaire de simplicité, de clarté, de luminosité, d'élégance. Voilà, il va faire les vitraux, il va concevoir l'autel. Il y a aussi des céramiques peintes. Vous voyez à droite la photo, Matisse travaillait assis avec un grand bambou au bout duquel il mettait un fusain. Et cette chapelle, il va concevoir aussi les vêtements liturgiques, les vêtements que le prêtre endosse. Et cette chapelle, qui est si simple et si flamboyante, c'est Matisse lui-même qu'il estimera être son chef-d'œuvre. Pour terminer, quelques œuvres tout à fait à la fin de sa vie. Vous voyez, nous sommes en 46, il meurt en 54. La chapelle a été consacrée en 1951, 3 ans avant sa mort. Le voyage à Tahiti qui revient
indirectement, avec ses papiers découpés, Polynésie la mer, Polynésie le ciel, de plus en plus de lumière, de plus en plus de légèreté. Voilà, ça ce sont des références bibliographiques. Pour vous qui êtes aux États-Unis, vous avez un excellent livre qui est écrit par une femme américaine, Hilary Sperling, qui vous dit tout de Matisse. C'est une biographie absolument formidable. Voilà. Et puis, regardez, nous sommes en 52. Hein, vous voyez, Matisse est vraiment souffrant. Ici, la perruche. Regardez à gauche l'oiseau, la perruche. À droite, la sirène. Et cette envolée ou ces éléments aquatiques, on ne sait pas très bien où on se trouve, mais c'est extrêmement léger. Et voilà, un envol. Hein, quelqu'un me dit que vous voyez, cette gerbe, c'est une commande qui avait été faite par un collectionneur américain. Nous sommes en 53. C'est vrai, on a l'impression que c'est une dissolution dans l'espace, hein, de multiples cellules, tout cela de façon joyeuse et léger. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que vous avez pu profiter de Matisse et que surtout, ça va vous donner envie d'en savoir plus. Voilà, j'arrête mon écran. Je vous redonne la parole. Voilà, si vous le voulez. Hop, c'est bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, c'est bon, Jeanne, vous n'avez rien à dire? Ça vous va? Moi, Oui, c'était formidable, Anne. Merci beaucoup. Oh, j'ai appris plein de choses. Bon, ben, Moi, j'ai une question. Qu'est-ce que c'était sa maladie gravissime, en fait? Ah, il a eu un cancer des intestins ou quelque chose comme ça. Mais il pouvait plus tenir debout quasiment. Il pouvait marcher 20 mètres, quoi. Ah oui, d'accord. Et il a quand même eu, il a eu de la chance d'avoir du rab pendant 13 ans, quoi. Ah oui, oui. Bon, je te dis ça, il faudrait demander à des médecins. C'est peut-être pas ça, mais c'était vraiment quelque chose de très, très, très grave. Très, très grave. D'accord. Oui. Voilà, il avait une ceinture parce que quand il était jeune, c'est pour ça qu'il n'a pas pu rester à la grainerie, il avait sans arrêt des hernies. Ah, donc, il ne pouvait pas porter, etc. Et je crois qu'à la fin, il avait d'abord, il avait une drôle de silhouette, il avait une ceinture, je ne sais pas quoi, enfin bref, un truc douloureux. Voilà. C'est bon? C'était super. Bon, je suis contente que ça vous ait plu. Jeanne, c'est bon? Je vous entends pas, Jeanne. Attends, est-ce que vous pouvez remettre votre micro? Voilà. Oui, vous êtes allée voir l'exposition? Ah oui, on a eu de la chance. On a eu une présentation à Beaubourg avant qu'elle ne ferme. D'accord. Et comment est-elle alors? Ah, elle est très bien. Elle est bien parce que c'est vraiment en général. Ça reprend tout Matisse, mais avec le reproche qu'on peut faire, mais ils ne peuvent pas tout avoir, ce sont principalement des œuvres françaises. Donc, il n'y a aucun des chefs-d'œuvre américains. Le chef-d'œuvre qui vient rarement à Paris, c'est l'intérieur aux aubergines qui est à Grenoble. Il était très fragile et normalement, il ne voyage pas. Ah, il est à Grenoble, les aubergines? Oui. Parce que c'était la collection, ça avait un collectionneur du début, un Français, c'était Marcel Samba, c'était un député. Ah oui. Et avec son épouse, ils avaient tout légué à un musée près de Paris. Ils avaient dit simplement près de Paris. Et à cette époque-là, les musées recevaient assez peu d'artistes vivants. Donc, il n'a pu aller qu'à Grenoble. Une petite anecdote horrible sur les Samba. Georgette Agut était artiste et elle avait été avec Matisse aux Beaux-Arts. Et lui est mort et elle s'est suicidée 12 heures après en disant « Oh là là, je suis en retard ». Elle avait pas mal d'humour quand même. Et pourquoi le lien avec le roman d'Aragon, enfin le texte d'Aragon? Alors, c'est un petit peu artificiel. Hein. Il y a, Aragon, ils aiment bien ça à Beaubourg. Oui, voilà. Ils veulent beaucoup lier à la littérature, mais je trouve que c'est tout à fait artificiel et on ne le sent pas tellement. C'est ce qu'ils avaient fait avec Bacon. Exactement. Vous vous souvenez avec Bacon. Voilà. Alors, quand même, quand on va dans l'expo, il y a pas mal de vitrines qui évoquent tous les liens littéraires de Matisse. Ah, d'accord. Quand vous écoutez la scénographie, enfin, que vous écoutez les commissaires, une des commissaires explique que dans le bouquin de Aragon, Aragon fait sentir que Matisse avance vers la lumière et la clarté. Mais je pense qu'on pourrait le découvrir sans cet artifice. Voilà. Là, écoutez, je vous remercie. Vous avez 3 auditrices en plus de nous, donc c'est bien. Bon, elles vont s'inscrire ou pas d'ailleurs dans votre groupe, mais c'est bien, c'est assez rare qu'on ait des étudiants participants, donc c'est bien.
Bon, ben, je suis contente. OK. Voilà. Parfait. Donc vous n'allez pas pouvoir envoyer l'enregistrement par mail, hein, c'est trop gros. Avec WeTransfer, je vais prendre WeTransfer. Oui, WeTransfer. Tu me l'envoies en WeTransfer. Et est-ce que tu peux m'envoyer aussi ton PowerPoint ou pas? Ou tu veux le garder? Oui, bien sûr. Non, mais par contre, Jeanne, il y a un sujet qu'il faudrait qu'on évoque. C'est le droit à l'image. Parce qu'on travaille toutes comme ça avec des images, hein, forcément, sinon on ne peut pas travailler. Alors, vous savez que c'est très protégé, les images en France, mais on a un droit à la pédagogique, un droit à la citation dans un but pédagogique. Oui. Voilà. Mais il y a un certain pourcentage. Vous avez droit à un certain pourcentage, parce que pour les textes, c'est ça. Oui. Vous avez droit de photocopier, je ne sais plus, je ne me souviens plus maintenant, mais 10% du texte. Voilà, oui. comme ça. Et là, je ne photocopie pas, mais je les… Vous voyez, si cette vidéo reste sur le site, voilà, il faudrait être sûr que ça ne pose pas de problème. Je ne sais pas, il doit y avoir une règle, puisque tout le monde fait ça. Donc, il faudrait voir ce qui ça ne soulève pas de problème. Il faut se renseigner, oui. Parce que quand je le fais en live… Renseignez-vous, Anne, aussi de votre côté. Mais alors, moi, je me renseigne… Parce que je pense que pour votre cours, les documents iconographiques, il vont falloir l'étudiant doit avoir accès à ces documents tout le long du semestre, peut-être pas plus tard, mais au moins pendant 6 mois. Enfin, pendant pas 6 mois, mais de février à mai. C'est évident. Donc, il faut voir comment ça se passe, comment c'est géré. Après, si c'est sur la Tuftsbox, c'est quand même en circuit fermé. Hein. C'est pas comme si c'était sur YouTube ou quelque chose comme ça. Il n'y a que les étudiants qui peuvent y avoir accès. Hein, oui, voilà. Ton cours, donc. Voilà. Oui, mais vous, les images que vous utilisez, elles ne sont pas libres de droit. Quand vous mettez une reproduction de Matisse, comment ça se passe? J'essaye de trouver sur Internet. Vous savez, on peut mettre le critère libre de droit. Mais quelquefois, où je prends mes propres photos. Quand on prend ses propres photos, normalement, on a le droit. Mais c'est un sujet qui fait débat en ce moment. Parce que si l'État, imagine de contrôler, on ne peut plus bosser. Enfin, nous, les profs, tout le monde. Non, mais de toute façon, pour tout ce qui est travaux écrits, enfin texte écrit, nous payons une redevance tous les ans, avec une déclaration des photocopies que nous faisons. Donc ça, on est en règle. Mais je ne pense pas que ça inclut les images iconographiques. Visuelles. Donc, il faut que je me renseigne, mais de votre côté aussi, renseignez-vous. Voilà, mais voilà, moi je vais surtout rechercher ce qui dit la clause pédagogique. Voilà, c'est ça qui est important, hein, qu'on ait cet élément-là. C'est ça. Bon, ben ok. Très bien. Donc, merci beaucoup. Et puis, on se parle avant le 8, Anne. Ah oui, tout à fait. Ben, la semaine prochaine. Ouais. Ok. Arrête l'enregistrement et donc, quand on finit le Zoom… surtout tu fais la conversion pour l'enregistrer dans ton ordinateur. Et la conversion, elle se fait toute seule? Oui, tu vas voir. Dès que tu vas faire le Zoom, dès que tu vas finir le Zoom, alors là, tu fais stop sur le… Là, je fais stop pour l'enregistrement.